Jacques Herman est le directeur général d'Altarea. Il a obtenu la Pierre d'Or 2023 du manager de l'année. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Jacques Herman est réputé pour son franc-parler. Il va nous le prouver aujourd'hui encore en évoquant la crise que traverse le milieu du logement actuellement. Mais d'abord, en tant que Pierre d'Or du manager de l'année, j'ai demandé à Jacques Herman, qui nous reçoit dans son bureau au siège d'Altarea, rue de Richelieu à Paris, siège que nous avions visité à l'occasion d'un reportage au moment de l'aménagement d'Altarea il y a 3 ans. J'ai demandé à Jacques Herman de nous donner la bonne définition d'un manager immobilier de nos jours. En effet, c'est radicalement différent de la période où on s'était vu pour inaugurer le siège. Tout a changé. La pandémie est à peu près passée, même s'il y a des petits soucis en ce moment. L'économie est repartie et puis tout d'un coup, patatras, dans l'immobilier et notamment le logement, les taux d'intérêt montent et on s'aperçoit qu'on était shooté au taux d'intérêt bas et au crédit abondant et que quand on arrête les sédatifs, ça devient très compliqué. Donc c'est ça l'ambiance aujourd'hui. Et être manager en 2023 dans ce contexte, c'est un très gros challenge. C'est le cœur du réacteur. C'est mettre la main à la pâte. Vous savez que manager, ça vient de la main. Voilà, mettre la main à la pâte, mettre la main dans le cambouis, tendre la main aussi parce que il faut beaucoup expliquer, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. Et bien piloter avec les équipes ce changement de cap très très important. Donc c'est, je pense, le moment où se révéleront les meilleurs. Et donc le titre c'est bien, mais après il faut prouver qu'on le mérite. C'est ça le programme pour la suite des événements. Vous avez évoqué la montée des taux, effectivement la crise que l'on traverse actuellement. Dans ce contexte, quel est le bilan économique du premier semestre de cette année, vraiment marqué par l'inflation? Il est très mauvais. Altarea a publié des résultats qui sont très en retrait, fortement marqués par d'abord un gros coup de mou sur l'immobilier d'entreprise. Donc on n'a plus de belles opérations qui dégageaient des beaux résultats, mais en même temps, tant mieux si on n'a plus d'opérations trop avancées, parce que le marché est extrêmement difficile. Et la meilleure nouvelle pour Altarea, c'est de ne pas être collé avec une quantité qui serait significative d'actifs d'immobilier d'entreprise à problème. En gros, on a Paris qui se porte bien, on a l'immobilier d'entreprise dans les grandes capitales régionales qui se portent bien, et puis le reste qui faisait le gros du marché, donc l'Île-de-France, la Première Couronne, la Défense, Saint-Denis, Saint-Ouen, tout ça c'est complètement planté, et il vaut mieux pas en avoir. Voilà. Donc nous on a un actif en tout et pour tout dans cette zone de risque. Et puis le logement, on en a beaucoup parlé, donc je vais pas revenir, mais tout est absolument coincé, du social au livre, en passant par l'intermédiaire qui n'existe pas encore vraiment, du neuf à l'ancien. On sait qu'il y a un déficit de parc locatif monstrueux, et que sur 10 candidats à l'allocation, il y en a un qui trouve et 9 qui repartent frustrés. Et tout ça, c'est du social au libre aussi. En tout ça, on sait que c'est gravissime, que c'est très complexe, que c'est complètement bloqué, que la raison majeure, c'est qu'on produit pas assez, que ça coûte trop cher et que la demande est désolvabilisée. Donc ça fait beaucoup. C'est coincé de toutes parts. Et au lieu de prendre une batterie de mesures dans tous les sens pour essayer d'enrayer, de dénouer ce sac de nœuds, cette pelote complètement coincée, on fait face à un grand immobilisme du côté des pouvoirs publics qui est assez préoccupant. Donc le bilan économique pour nous cette année, c'est ça. On peut pas s'extraire de cette ambiance générale macroéconomique et de ce qui arrive à l'immobilier. Je l'ai dit, on a probablement tous, toutes parties prenantes, commis beaucoup d'erreurs depuis 10 ans, qui ressortent à la surface maintenant qu'on arrête les taux bas et le crédit abondant. Donc on a énormément de travail. Je pense chez Altarea, on s'y attache fermement, fortement. On est vraiment très à la manœuvre, mais on est parti pour une période longue de traversée du désert et de difficultés. Donc finalement, le premier semestre 2023, c'est que la première illustration de l'entrée en crise
qui sera malheureusement durable. Et nous avons pris le parti de faire des opérations vérité, c'est-à-dire qu'on a passé en revue la totalité de nos opérations en cours de logement et traduit dans les chiffres la baisse des marges ou la disparition des marges tout de suite, même si dans ce métier on les reconnaît à l'avancement. Donc évidemment, ça fait un premier semestre chargé en provisions, en pertes, etc. Un premier semestre donc avec des chiffres qui ne sont pas positifs pour Altarea, nous dit Jacques Herman, et une prise de décision importante qui consiste à rogner sur les marges. Dans ce contexte, Jacques Herman parle dans l'un des derniers billets qu'il publie sur l'actualité immobilière de logement de la crise au drame. Pourtant, cette crise n'est pas la première que traverse la profession immobilière, mais revêt-elle un caractère particulier? Est-elle plus grave que les précédentes? L'analyse de Jacques Herman. Compliqué à dire quand on rentre dans une crise, si elle sera vraiment différente des autres, ce sera plus courte, plus longue, etc. Nous, on pense qu'elle est très profonde, qu'elle est très durable, et que ses ressorts sont très complexes et multiples, puisque finalement, elle trouve ses ressources dans ce que j'appelle les 10 ans sous sédatifs qu'on a, de taux d'intérêt bas et de crédit abondant qu'on a connus. Non, alors c'est pas effectivement mon message n'est pas positif. Je fais partie avec plein d'autres de ceux qui ont lancé l'alerte, qui ont dit attention, bombe sociale, bombe sociétale, crise grave en vue. On n'a pas été très écoutés. La presse nous a entendus, mais globalement pas les pouvoirs publics qui ont fait l'autruche. Bon, maintenant, on a changé de situation, on est dedans. On est dedans et les Français souffrent. Voilà, ils trouvent pas de logement, les étudiants peuvent pas faire les études là où ils veulent ou les études qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de logement étudiant. Les gens qui cherchent du locatif trouvent pas, les gens qui devaient acheter peuvent plus acheter. Et on prend même des mesures procycliques, c'est-à-dire qui aggravent la crise. C'est-à-dire au moment où on a besoin d'un prêt à taux zéro, on réduit le prêt à taux zéro, ce qui est surréaliste. À l'époque où on n'en avait pas besoin, il y en avait un. Et à l'époque où on en a besoin, on veut le supprimer ou le réduire. Donc c'est n'importe quoi, il faut bien le dire, irresponsable, coupable même. Et pourquoi c'est coupable? Parce que en fait, c'est une crise sociétale, c'est une crise sur un bien qui est essentiel à la vie des Français et qui peut conduire à des drames, des actes désespérés individuels, etc. Il y en aura. Je vous annonce aujourd'hui qu'il y aura des drames du mal logement. Nombreux, multiples, et que ça va éclater à la gueule des coupables et des responsables. Et ce qu'il faut, c'est noter soigneusement le nom des coupables. Voilà. Et pour le jour où, malheureusement, ce que j'annonce aujourd'hui se produira, les sortir. Pour qu'ils se reconnaissent et qu'on puisse plus sortir de cette situation en disant c'est pas moi, c'est l'autre, en fait c'est personne, c'est tout le monde, etc. Il y a une poignée de responsables, de coupables même, si ça tourne au drame, et qu'il faudra nommer le moment venu. Alors, vous dites on n'est pas assez écouté, mais est-ce que vous êtes assez mobilisé aussi dans le milieu de l'immobilier? Je crois que ce qui était remarquable dans le CNR et dans tous les travaux qui ont été faits depuis un an, c'est que tout le monde s'y est mis. Vous avez entendu Christophe Robert. Voilà. Vous avez entendu Emmanuel Cos. Vous avez entendu Véronique Bédag. En fait, du logement très social au logement social, au métier de la promotion, au métier du bâtiment, etc., tout le monde s'y est mis. Vous savez, Claude Lévi-Strauss disait thèse, antithèse, foutaise. Donc, au sommet de l'État, on entend ce qui dit la crise arrive. On entend aussi ce qui dit une bonne crise, c'est pas grave, ça purge, ça remet les idées en place et on repart du bon côté. Et il n'y a pas de synthèse entre les deux, sinon des foutaises ou des grosses bêtises comme diminuer le PTZ. Donc, si je mâche pas mes mots et mes collègues font la même chose, c'est que c'est très exaspérant. Ce déni pendant très longtemps, aujourd'hui, c'est plus possible d'être dans le déni. Donc cet immobilisme, et c'est très irresponsable. Et ça fait mal pour le pays, pour les gens, pour les Français, de voir qu'on les mène à la catastrophe et au drame individuel. Et voilà, moi ça me révolte, et vous le sentez, et donc c'est pour ça que je mâche pas mes mots. On sent que vous êtes en colère. Hein. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des solutions et qu'on ne les met pas en place? Alors ça, c'est le bon sujet.
personne ne peut rien à la hausse des taux d'intérêt qui est en fait une normalisation. C'était plutôt les taux d'intérêt très bas qui étaient anormaux et aujourd'hui c'est à peu près normal sur longue période. Donc ça, on n'y peut rien. Mais il y a en tout cas, il faut pas être dans l'immobilisme, si vous voulez. Quand vous avez un énorme problème d'origine multiple, vous vous attaquez systématiquement aux origines sur lesquelles vous avez une prise possible. Donc, on peut faire des choses pour débloquer le social. On peut faire des choses pour massifier la construction de logements intermédiaires. On peut donner à la main aux maires dans les attributions de logements sociaux. On peut stimuler l'épargne des Français, des classes moyennes pour qu'ils investissent dans le locatif. Et l'État pourra pas tout faire avec ses faibles moyens. Donc, les classes moyennes ont un peu d'épargne. Elles sont prêtes à l'investir avec des faibles rendements pour acheter un T2 pour la retraite, avoir un petit pécule, un petit patrimoine. Et plutôt que de les éliminer, la suppression du Pinel, c'est ça, on les élimine. Vous n'êtes pas des bons propriétaires, on veut pas de vous et on veut pas de votre argent. Ça me révolte aussi. Il faut au contraire les stimuler, leur redonner envie et les réinciter à acheter un T2 pour le mettre en location. C'est bon pour le pays, c'est bon pour les citoyens, c'est bon pour les Français. Et pareil, on peut aussi, au lieu de faire ce que fait la Banque de France avec son Haut Conseil de sécurité financière à la con, on peut, contrairement à ce qu'ils font, c'est-à-dire faire du zèle, être totalement psychorigide, et on peut mettre du mou, être compréhensif, se dire que peut-être les banques sont assez grandes pour savoir s'il faut prêter à quelqu'un qui est en investissement locatif, des classes moyennes. Peut-être en revanche, il faut avoir des règles pour les accédants, pour éviter le surendettement. Mais en tout cas, il faut être intelligent, il faut être souple, faut réfléchir, faut du bon sens et pas de la psychorigidité de base qui nous mène dans le mur à grande vitesse. Ils feront partie des responsables. Ils feront partie des responsables et des coupables. Voilà, donc il y a des dizaines de choses à faire. On peut aussi revaloriser le statut des bailleurs, des propriétaires. Bon, pour l'instant, on ne fait que les contraindre. On les assassine de taxes, on bloque les loyers, on bloque les indexations. On voit pourquoi, pour des raisons sociales, mais c'est une mauvaise solution. Vous savez que dans le passé, quand on a bloqué les loyers, ça s'appelait la loi de 48, la construction s'est effondrée, on s'est retrouvé dans les années 60 avec des carences, des manques de logements par centaines de milliers. Donc c'est la mauvaise solution qui conduit droit à la catastrophe. Il faut qu'à la fin d'un bail, le propriétaire puisse le récupérer autrement qu'en y mettant sa fille ou son fils qui est aujourd'hui la seule solution. Donc il y a un rééquilibrage à trouver pour que ça redevienne à peu près incitatif pour quelqu'un d'investir dans un T2 ou un T3 et de le mettre en location. Et c'est l'intérêt des Français qu'il y ait un marché locatif, un parc locatif important. En colère, agacé Jacques Herman face à ce qu'il qualifie d'immobilisme de la part du gouvernement par rapport à la crise que traverse actuellement le secteur du logement et qui, selon lui, va conduire à des drames. Comment s'en sortir? Quelles solutions adopter? Jacques Herman nous livre les siennes. Il faut trouver un équilibre dans un triangle de contraintes entre l'économique, le social et l'environnemental. On voit bien que si on fait une embardée dans un sens ou un autre, comme la taxe carbone sur l'essence à l'époque qui a créé le dérapage majeur des gilets jaunes, ou quand on décide arbitrairement que le 1er janvier 2025, on interdit la location tous les logements classés G en DPE, on va créer une catastrophe. Il manque énormément sur le parc locatif. Je dis 9 candidats à la location sur 10 ne trouvent pas. Et c'est le moment qu'on choisit pour retirer des logements du parc locatif. C'est irresponsable. Ça ne va pas marcher. On le sait. Tout le monde le sait. Il faut avoir le courage politique de dire « Oups !» Là, il y a un truc qu'on avait décidé pour de bonnes raisons légitimes, la lutte contre les passoires thermiques. Mais il faut qu'on mette un peu de mou, comme les Anglais font en ce moment, dans la temporalité de ces décisions. Oui, il faudra le faire. Oui, l'intention est bonne. Oui, la logique est là. Mais c'est juste le pire moment pour le faire. Voilà. Et c'est pareil dans les normes. J'ai dit au CIPCA, ce qui était paradoxal dans un salon bas carbone,
qu'avec la RE 2020, échelon 2022, on a la norme la plus exigeante d'Europe. C'est formidable, très bien, on s'y est tous mis. C'était très compliqué, ça a créé des surcoûts. Ça fait partie des sources de la désolvabilisation de nos acheteurs. C'est comme ça. On vise un truc hyper ambitieux qui est la 2028-2031, que Wideom sait faire quand quelqu'un veut bien la payer, mais que peu de gens savent faire encore, qui est très ambitieuse. Et moi, je dis au milieu, il y a un truc qui s'appelle la 25, qui est inutile, contre-productive, et qui va tomber au pire moment, au moment où les Français ne peuvent plus payer. Or, elle coûte. Chaque échelon dans la RE 2020 coûte entre 5 et 10% de surcoût. Voilà. C'est vraiment le pire moment. Et finalement, qu'est-ce qui est important? C'est la cible, c'est de se dire on va tous ensemble à la RE 28-31 qui est extrêmement vertueuse. On vient déjà d'un niveau pas mal qui est la 22. Peu importe le cheminement, il faut laisser un peu de souplesse, vous voyez. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a des mesures d'urgence et puis il y a des mesures structurantes. Dans les mesures structurantes, je pense on devrait réformer le crédit immobilier. Les Suisses ont un très bon mode de crédit qui consiste en fait à financer un achat d'appartement avec 2 crédits. Un crédit normal comme le nôtre, 20% d'apport personnel, 40% de crédit normal comme le nôtre, 25 ans taux fixe, formidable. On a le meilleur crédit immobilier du monde ensemble. Et puis alors un autre crédit qui correspond peu ou prou à la valeur sous-jacente du terrain et qu'on ne rembourse pas. On paye les intérêts, mais on ne le rembourse pas. Il est attaché au bien. Ça représente une petite partie de la valeur du bien. Donc, c'est supportable pour les banques. C'est logique. C'est pas une erreur économique. Et c'est finalement gâcher de l'épargne que de rembourser tout. Un bien peut porter une dette durable. Voilà. Et si vous faites ça, vous diminuez fortement les mensualités des accédants et vous les resolvabilisez. Ça marche très bien en Suisse. Les banquiers savent le faire. La Banque de France l'interdit puisque, en gros, ça consiste à dépasser la durée maximum de 25 ans. Donc ça, on peut le faire. Il suffit de décider. Il suffit qu'on décide d'adapter les règles et on devrait être tous en train de travailler sur des choses structurantes comme ça. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Si je vous suis bien, il faudrait qu'il y ait une réaction au niveau des autorités gouvernementales, comme il y a actuellement, par exemple, sur l'éducation. Il faudrait que ce soit la même chose au niveau du logement, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Une réaction forte, un plan multifacette qui résoudra pas tout, parce que les taux d'intérêt, c'est exogène, mais qui s'attaque fortement au sujet, qui soit une vraie mobilisation générale, consensuelle, et avec 20, 30, 40 mesures qui tapent un peu partout, parce que la source des problèmes, elle est multiple, et on verra ce qui marche et ce qui marche pas. C'est comme ça qu'on fait quand on est en crise, en guerre. On essaye plein de choses. L'immobilisme, c'est impossible. L'imagino, c'est que ça marche pas. Donc, on lance plein d'initiatives, plein d'offensives, et on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Et puis, en fonction de ce qui marche, on accélère ou on freine, on arrête, on change d'idée, on fait autre chose. Mais c'est ça, l'action. En fait, le mot, c'est ça, c'est le mot-clé. Action. Action. C'est tout le contraire qu'on voit aujourd'hui dans les hautes sphères. Tout le contraire. Un manque d'action de la part de nos autorités gouvernementales en matière de logement, c'est ce que dénonce Jacques Herrmann au micro Imo Week. Comment Altarea, du coup, envisage la fin d'année 2023 et l'année 2024? Quand et comment va-t-on sortir de cette crise? C'est la question que j'ai posée à Jacques Herrmann. On ne sait pas prévoir la sortie de crise, donc on s'organise pour être capable de faire face sur longue durée. J'ai dit il n'y a pas très longtemps à un de vos confrères que ça pouvait durer 5 ans, voilà. Et donc, on peut pas se dire, on va serrer les dents et puis demain matin, ça ira mieux. Donc, vous êtes obligé de vous adapter structurellement à une phase qui peut durer longtemps. Vous pouvez pas vous dire c'est conjoncturel. Ça veut dire chez nous à la fois qu'on doit déstocker nos opérations du passé en logement, reconstruire un pipeline d'opérations saines adaptées aux nouvelles conditions.
Ça veut dire qu'on doit être extraordinairement prudent sur l'immobilier d'entreprise en périphérie, là où on pense qu'il y en a trop en stock et qu'on n'a pas besoin de tout ça. Apprendre peut-être à transformer le bureau en logement dans ces endroits-là. Se concentrer sur des opérations parisiennes ou dans les grandes villes de France. Ça veut dire aussi qu'il faut se déployer dans d'autres directions. Donc, chez Altarea, on construit plein d'activités nouvelles. On a commencé par la logistique. Et en 3 ans, on a fait beaucoup de chemin. On commence à être un acteur solide de la logistique et de la logistique urbaine. On a récemment lancé une activité dans les data centers. On se lance actuellement dans les énergies renouvelables avec le photovoltaïque. Nous lançons aussi une activité dans l'asset management, la gestion d'actifs. Et puis on a la chance d'avoir la foncière de commerce, et ça c'est le rayon de soleil à travers les nuages noirs. Le commerce va beaucoup mieux, il va presque bien, et la foncière de commerce donne une assise importante, une solidité financière à Altarea qui est extrêmement appréciable. Et on est vraiment heureux parce que c'est un métier qui avait connu 10 ans de crise rampante, de restructuration avec la montée en régime des e-commerçants et plein de questions que se posait le marché sur ce métier. Et aujourd'hui, ça va bien. Alors, un autre rayon de soleil, c'est quand on va sur un grand chantier, un chantier qui finalement est l'illustration de tous les savoir-faire du groupe Altarea, dans le logement, dans le bureau, dans le commerce, dans la transformation de la ville, des espaces verts, et finalement un lieu de vie. Et aujourd'hui, on est en plein chantier de Bobigny, cœur de ville. Donc c'est quand même un projet qui à l'origine était un centre commercial obsolète que nous avons racheté en 2016, sur lequel nous avons traversé tout le processus d'urbanisme, de permis, d'éviction des rares locataires qui restaient sur place, de conception d'un magnifique projet qui fait quand même 104 000 mètres carrés au total, donc c'est énorme, qui est dans une ville qui mérite qu'on s'occupe d'elle, et c'est à côté de la gare du Grand Paris, donc on est sur vraiment de l'urbain et de la densification de l'urbain, et donc 104 000 mètres carrés au total, plus de 1000 logements, 10 000 mètres carrés de bureaux, une crèche, 13 000 mètres carrés de commerce, 8 000 mètres carrés d'espace vert, une résidence étudiante, et les grues sont là, on arrive vers la fin du gros œuvre. Ça, c'est très très impressionnant. C'est évidemment pour les spécialistes, parce que pour le grand public c'est une phase un peu austère. Les arbres sont pas encore plantés, on voit pas encore complètement tout le bénéfice qu'en tireront les résidents. Mais c'est une grande satisfaction, et il faudra qu'on vous emmène visiter ce projet vers le début de l'année 2024. En tout cas, il y a de quoi être très fier pour les équipes d'Altarea, parce que c'est un exploit, et on aime les exploits chez Altarea. Voilà, donc c'est tout ça, miser sur ce qui va bien, être très très rigoureux sur ce qui est en danger, voilà, et lancer ou accélérer des activités nouvelles. Un entretien qui se termine avec un regard positif sur les activités à venir chez Altarea. Mais un gros coup de gueule aujourd'hui sur Imo Week de la part de Jacques Herman, directeur général de Altarea, que l'on remercie pour sa prise de parole franche et directe. Merci à vous d'avoir écouté cette émission, et rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.